On va essayer de commencer sans transition. Je vous prie tout d'abord de m'excuser pour le retard dans cette journée compliquée. Et donc, sans transition, on va donner la parole au gérant. Et alors, cette année, on a la chance, et c'est une première dans le cadre des défis du patrimoine, d'accueillir des acteurs, et parmi les acteurs, des acteurs majeurs du private equity en France. Et du coup, on va donner la parole, je ne sais pas si on peut parler du leader du private equity français, mais on va donner la parole à Eurazeo pour commencer. Luc. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si on est le leader, en tout cas on est un acteur assez important. On nous classifie parmi les 5 plus gros gérants de private equity en Europe, avec aujourd'hui 32,5 milliards d'euros sous gestion, c'est le chiffre officiel communiqué au marché. Vous savez que Eurazeo est une société cotée en bourse, même si son métier consiste à investir exclusivement dans des entreprises non cotées, dans toutes sortes de stratégies. Ça va des stratégies de private equity, c'est-à-dire le venture capital, le growth equity, le capital transmission, le secondaire, mais aussi on est très actif en dette privée et de plus en plus dans les actifs réels. Et on a développé un vrai savoir-faire qui consiste dans toutes nos stratégies maintenant à offrir des solutions d'investissement pour les clients investisseurs individuels, c'est-à-dire vos clients. Et je dirige ce département. Sur les 32,5 milliards d'euros que nous avons en gestion, il y a 3,5 milliards qui proviennent d'environ 100 000 clients privés. Voilà, donc, merci Luc. Quand on entend Eurazeo en ce moment, on évoque souvent licorne. On a combien de licornes en portefeuille aujourd'hui chez Eurazeo ? Je crois qu'il y a 27 licornes officiellement, on va dire, en France. On en a à peu près les 2/3 dans nos portefeuilles de growth equity. Ouais. Bravo. Guillaume, Apax. Bonjour à tous. Donc, nous sommes un des leaders, j'espère, en tout cas un des acteurs historiques de ce marché, puisqu'on a fêté notre 50e anniversaire cette année, ce qui est assez unique dans l'industrie du capital investissement. Aujourd'hui, on gère 5 milliards d'euros, avec une stratégie beaucoup plus concentrée, puisque chez Apax, on ne fait que du LBO, ou capital transmission, dans 2 segments en termes de taille d'entreprise, le small cap, donc là on va viser et essayer d'acquérir des PME valorisées entre 20 et 150 millions d'euros, et des ETI, là jusqu'à 1 milliard d'euros, uniquement et toujours en equity. La particularité chez nous, c'est qu'on est un fonds multisectoriel. Depuis les années 90, on n'investit que dans 4 grands secteurs de l'économie: la tech, la santé, les services et les biens de consommation, avec des équipes dédiées pour chacun de ces 4 secteurs, en pensant et en étant convaincu que l'expertise sectorielle apporte un plus dans nos métiers pour investir et accompagner les entreprises. Et pour ma part, je suis donc Guillaume Cousseran, j'ai rejoint Apax il y a 16 ans maintenant, et je m'occupe de toutes les relations investisseurs et levées de fonds. Je crois que Guillaume et Luc, vous êtes tous les deux associés. Oui. Oui. Merci. Jean-Benoît, je vous prie de s'excuser pour l'absence du logo, mais c'est Xeris. Exactement, Xeris Invest, qui est la société que je représente, que j'ai rejoint il y a 3 ans maintenant, pour en fait ouvrir le département commercial et relations investisseurs, parce que c'était le fonds d'un entrepreneur à l'origine, donc beaucoup plus petit que mes 2 partenaires, parce qu'on gère à peu près 350 millions. Maintenant, depuis 12 ans, le fonds a été monté par Jacques Simonet, cet entrepreneur suisse. On investit dans 2 secteurs. On intervient sur ce qu'on appelle du late stage VC, ou du début du growth, avec vraiment 2 expertises très fortes dans tout ce qui est santé et développement durable. Voilà, tout ce qui est green tech, clean tech. On va vraiment essayer de trouver des sujets qui vont participer à la transformation sociétale et d'avoir du sens pour les investisseurs. Et quelque chose de très particulier, on intervient toujours en majoritaire, donc sur ces opérations, et on n'a fait que 8 deals en 12 ans, avec
vraiment cette volonté d'accompagner ces entreprises sur la durée, en les finançant année après année après année, pour éviter donc une rupture de capital et que des belles PME meurent de ne pas avoir été assez financées. Et en essayant de voir grand. Donc voilà, 8 deals, 2 secteurs. On en parlait, pour créer de la valeur, il faut aussi du réseau, de l'accompagnement stratégique. Et on a dans la santé des anciens patrons de labos, des anciens patrons d'industrie comme Veolia ou autres qui nous aident à ouvrir leur réseau et apporter de la smart money à toutes nos petites PME. Et tout ça, après 12 ans, en termes un peu de track, de performance et de projection. On va y revenir. Combien d'actifs sous gestion chez... 350 millions maintenant. Et une particularité, c'est qu'on n'a pas... on fonctionne un peu à l'inverse des fonds de private equity sur la place. Plutôt que de lever un fonds, de collecter l'argent et ensuite de déployer le capital sur 3, 4, 5 ans et de trouver les cibles, on trouve d'abord les cibles et ensuite on réalise les levées de fonds auprès de nos partenaires. C'est-à-dire que spécifiquement, les gens peuvent rentrer façon club deal sur une entreprise qu'on leur propose, un tour de table, une valorisation, des projections de TRI et de valo. Voilà. Merci. Alors, ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est de confronter des acteurs du private equity avec des acteurs de la cote. Et on a la chance d'avoir avec nous des partenaires de longue date des défis. Et on va peut-être commencer par William Higgins. Et alors, j'ai constaté que le site internet avait été totalement refait. Et c'est plutôt une réussite. Et je crois que c'est tout récent. Et du coup, on a un rebranding. Oui. On a fait un effort marketing important l'année dernière. Donc on a notamment découvert que Indépendance Expansion, personne ne s'en rappelait. Et on a fait venir une spécialiste qui nous a expliqué que deux termes abstraits faisaient qu'on ne pouvait pas se souvenir. Donc on a fait sauter l'expansion de notre logo. Donc je suis maintenant le président d'Indépendance AM, alors qu'avant j'étais le président d'Indépendance et Expansion AM. C'était un gros changement. Donc nous sommes des spécialistes des petites valeurs cotées en France depuis 30 ans et en Europe depuis 4 ans. Le fonds France est le premier de cette catégorie sur 30 ans, ce qui n'est pas difficile parce qu'on n'est pas nombreux à avoir un historique de 30 ans, avec 13% de rentabilité annuelle. Et le fonds Europe était le premier de sa catégorie sur 3 ans au 31 décembre de l'année dernière. Pour être précis sur les performances, on est les derniers depuis le 1er janvier, ce qui nous fait énormément de peine. Nous sommes quality value, c'est-à-dire nous investissons dans des titres mal valorisés et qui sont en croissance et qui ont une forte rentabilité des fonds propres. Et ça marche assez bien. Nous sommes une petite équipe de gérants, nous sommes 4 gérants, ce qui est largement suffisant pour la taille des fonds gérés, puisque nous ne gérons que 300 millions d'euros. Avec 2 fonds, donc un fonds France et un fonds Europe. Merci. Sébastien d'Inocap. Bonjour à tous. Donc Inocap Gestion, société de gestion créée en 2007. 18 collaborateurs, dont 8 dédiés à la gestion, 3 métiers. Les fonds de FIA qui sont l'activité historique et aujourd'hui les 2 principaux piliers d'Inocap Gestion, qui sont la gestion collective que je représente et la gestion privée. On a une gamme dans la gestion collective de 6 fonds, dont 4 aujourd'hui sont labellisés ISR. Sur ces 4 fonds, chacun d'entre eux, même si les performances passées préjugent rien du futur, ces 4 fonds surperforment dans la durée, tous les ans, avec un TRI supérieur à leur indice de comparaison. Et c'est assez intéressant, parce que quand on regarde dans le monde, il y a moins de 10% des gérants qui savent surperformer dans la durée. On fait des choses assez simples. Moi, je suis gérant du fonds Quadrige Europe Mid-Cap. J'ai 20 ans d'expérience sur les marchés d'actions européennes, petites et moyennes valeurs. J'étais un gérant value pendant assez longtemps. J'étais un gérant croissance. Je viens du monde sportif et je pense qu'il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas un processus de gestion qui fonctionne dans la durée s'il est figé. Je pense qu'il faut toujours s'améliorer, c'est ce qu'on essaye de faire. On a une gestion qui est très pragmatique et je pense qu'il y a 3 éléments qui nous différencient. Il y a plein de gérants qui font des actions de stock picking sur les petites moyennes valeurs. Il y a 3 choses qui sont différentes chez nous. On a une gestion concentrée, 20 à 40 lignes en portefeuille,
L'idée, je pense que pour être performant dans la durée, il faut savoir être humble. Et nous, on préfère se concentrer sur moins de choses, essayer de mieux le faire. Je pense que le gérant, déjà, s'il commence à pas se tromper, c'est déjà une bonne partie du chemin de réaliser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je pense que c'est un peu le tronc commun entre nous tous, c'est une approche terrain engagée. On rencontre les sociétés. Alors, je sais que tout le monde le fait. Nous, on met un chiffre. À moi, tout seul, c'est entre 400 et 450 contacts sociétés par an en moyenne depuis 20 ans. Et comme on se concentre sur moins de choses, on essaye surtout de se concentrer sur ce qu'on a en portefeuille ou sur ce qu'on suit. Ce qui m'amène en moyenne à avoir 1 à 2 contacts tous les 2 mois à minimum sur les valeurs que j'ai en portefeuille. Donc une connaissance très approfondie. Et c'est ce qui nous amène au dernier point de différenciation. On est des gérants actifs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gérants de stock picking, et je viens plutôt d'un monde un peu plus anglo-saxon. On n'a pas la conviction aujourd'hui que le buy and hold est aussi adéquat sur ces petites et moyennes valeurs, à la fois pour des sujets de liquidité, mais aussi parce que pour nous, on n'est pas dans le match value versus croissance, on est plutôt dans 2 sujets qui sont l'accélération de la croissance des profits, et c'est ça qui fait monter ou baisser un titre, et la valorisation, où on est des investisseurs disciplinés, tout a un prix, même dans le monde d'avant, où l'argent valait pas très cher. Et ça nous amène à avoir finalement une gestion assez active, qui peut amener un peu de volatilité, certes, ça peut arriver, mais qui, à mon sens, explique pourquoi, alors là on amorce le début d'année, et ça se passe pour le moment pas trop mal, mais on est surtout sur la 5e année de suite, où Quadrige Europe Mid-Cap surperforme ses concurrents. Alors c'est un encours de 125 millions, le fonds est bien noté, 5 étoiles je crois qu'en Thalys, les performances passées préjugent rien du futur, et ça on l'a en tête. Dans ma gestion, en fait je suis amoureux de rien, c'est souvent ce que je dis, que je suis amoureux de ma femme et de ma fille, et même si j'ai des convictions à long terme sur des dossiers que j'ai en portefeuille et que j'ai une vision à long terme quand je les travaille, quand un titre prend 20%, c'est pas la vraie vie, et c'est aussi ce qui permet qu'on a une forte liquidité. Je pense que sur les small et mid cap c'est intéressant. C'est un fonds qui a 7 ans d'existence et qui a 9,5 de TRI. C'est aujourd'hui le plus gros fonds de la gamme, je crois. Aujourd'hui c'est le plus gros fonds de la gamme. Merci. On est déjà un petit peu rentré du coup dans la méthodologie de gestion, l'ADN de gestion avec Sébastien et William. Peut-être que pour nos 3 acteurs du private equity, ça commence à être évoqué par certains, mais revenir sur vraiment la méthodologie, l'ADN, parce que nous, CGP, on a découvert le private equity il y a une dizaine d'années plutôt au travers des fonds fiscaux, avec des résultats qui ont été plutôt contrastés. Aujourd'hui, vous refaites ce travail d'approche de cette typologie de clientèle qui n'a pas toujours été la clientèle la mieux perçue par les gérants de private equity tels que vous. Qu'est-ce qui vous a fait revenir vers nous, et si vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails des méthodologies de gestion de chacun. Luc, pour commencer. Merci. Alors nous, on est parvenus parce qu'on l'a jamais quitté. C'est un marché qu'on rend disponible au client prix depuis 1999. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre approche, elle est assez systématique. On est des investisseurs de private equity, on a des équipes de private equity, d'investissement, qui déploient des stratégies, alors essentiellement dans le private equity, mais aussi dans la dette privée. Et notre philosophie est d'offrir ces stratégies aussi bien à nos grands investisseurs institutionnels qu'à nos clients privés. Parce que cette demande, on la constate depuis toujours, et elle va en augmentant de manière très significative depuis quelques années. Et la réglementation nous impose de construire des véhicules de co-investissement parallèles, parce que tout simplement, d'un côté, on va avoir un fonds de 1 ou 2 milliards d'euros avec une 50aine d'investisseurs qui sont des fonds de pension, des caisses de retraite, des fonds souverains, des grands assureurs. Et puis en parallèle, on a un fonds de plusieurs centaines de millions d'euros avec quelques milliers de clients. Donc clairement, c'est obligatoire parce que ces quelques milliers de clients ne sont pas des professionnels de l'investissement, et nous devons donc respecter tout l'environnement réglementaire que vous connaissez trop bien parce qu'on est très réglementé. Et une fois qu'on a dit ça, le private equity, c'est en fait à la fin de la journée, c'est assez simple. C'est des private, c'est-à-dire que le capital de l'entreprise est détenu entre des mains privées. C'est-à-dire que le capital, il va pas changer de main de manière du jour au lendemain sur un marché coté, et donc c'est pas fluide. Si c'est pas fluide,
c'est relativement compliqué de rentrer au capital, c'est relativement compliqué de sortir du capital. Donc si on s'y intéresse, il faut qu'on ait de bonnes raisons de s'y intéresser. C'est-à-dire qu'on ne va s'intéresser à cette classe d'actifs que si on a la capacité d'apporter de contribuer à la création de valeur. Donc c'est des approches de moyen-long terme, systématiques, dans laquelle on est systématiquement impliqué dans la gouvernance. C'est-à-dire que le métier des investisseurs, c'est avant tout d'être des investisseurs, mais aussi des administrateurs professionnels dans les sociétés, de manière à être proche des entreprises. Et si on a une bonne gouvernance, si on apporte ce qu'on appelle le smart money, c'est-à-dire des millions d'euros, mais aussi, bien évidemment, une relation de confiance et de bonne gouvernance dans les entreprises, et au final, sur le long terme, on a des performances qui, de manière très récurrente depuis de nombreuses années, ont toujours été, on va dire, supérieures de quelques points à ce qu'on peut trouver sur les marchés financiers. Tout simplement, moi c'est mon analyse, c'est ma conviction, c'est parce qu'on a globalement une meilleure gouvernance sur le long terme dans nos sociétés. Peut-être quelques chiffres sur la collecte en 2022. Alors 2022, c'est pas une année exceptionnelle pour Eurazeo au global. Si je fais les 2021-2022, en 2021, le groupe Eurazeo a levé un peu plus de 5 milliards d'euros. Sur ces 5 milliards d'euros, nous avions 550 millions d'euros auprès de clients privés. Et sur 2022, il y a un shift assez important parce que les investisseurs institutionnels se sont un petit peu retirés de ce marché. Donc le groupe a levé 3 milliards d'euros, donc c'est en décroissance. Par contre, la gestion privée a collecté plus de 800 millions. Donc c'est une très forte progression en 2022 par rapport à 2021. Et la part des anciens véhicules qui existent toujours chez vous, les FIP, FCPI? Alors les FCPI, c'est 60 millions d'euros en 2022, donc vous voyez, c'est 7-8% de notre collecte, donc c'est pas du tout on va dire la stratégie que nous mettons en avant de la manière la plus importante. Voilà, c'est du legacy. Jean-Benoît? Nous, de notre côté, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Luc. C'est principalement la même chose, c'est-à-dire que, en fait, le fonds a été lancé avec un sujet un peu cocasse, c'est un sujet de retournement. C'est assez intéressant. En fait, c'est la première histoire en portefeuille. Première histoire, une société qui s'appelle Biolog ID, qui est dans tout ce qui est supply chain des produits thérapeutiques. Et quand l'entrepreneur Jacques Simonet rencontre le dirigeant de cette société, il doit un peu la sauver de la barre du tribunal et donc essayer de voir et de se projeter. Et on a un modèle un petit peu particulier dans notre gestion. Comme on disait, on intervient sur des sociétés de la PME spécifiquement française, en les accompagnant sur le long terme. Et on n'hésite pas, du coup en étant aussi majoritaire au capital, à vraiment intervenir dans la gestion en important cette smart money, mais en allant parfois un peu plus loin, en essayant de repositionner stratégiquement les sociétés, si on voit que que le marché n'est pas forcément... que la société ne rencontre pas son marché. Donc, à les accompagner durant ces différentes phases. Donc, s'il fallait se classifier, vous ne seriez pas risque, vous ne seriez pas développement, vous ne seriez pas acquisition, il y a du retournement Non, en fait, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on a... Globalement, on est sur du VC late stage, donc des sociétés qui ont déjà un produit, déjà un service, qui font un peu de chiffre d'affaires. Et on va les accompagner jusqu'au gros, jusqu'à la maturité. Et ensuite les céder, assez simplement, comme tous les fonds. Mais si dans l'histoire de la société, il y a des choses qui se passent mal, on n'hésitera pas à faire du retournement, à renforcer le management, à vraiment aider un dirigeant à avoir un business model. L'ouverture de ces fonds à une clientèle particulière, elle date de quand ? Dès le départ, parce que historiquement, les gens, c'était l'argent du fondateur et un petit peu de ses amis qui ont servi à financer les premiers deals. Mais très vite, on a quelques premières sociétés de gestion ou single et multifamily office qui nous ont aidés. Contrairement à mes confrères, on n'a pas d'institutionnels qui nous ont suivis sur nos levées de fonds à cause de ce modèle un petit peu particulier de faire du club deal sur des valeurs. Merci. Uniques. Guillaume, je crois que là, on a affaire à un pur player, on peut dire ça ou pas, du capital transmission, capital acquisition ? Oui, nous, on ne fait que du LBO, capital transmission. Nous, ce n'est pas un retour à la clientèle privée parce qu'on n'a jamais fait de fonds de défiscalisation, FCPI, FIP. On était historiquement un acteur uniquement institutionnel.
depuis les années 80 jusqu'aux années 2010. Mais on a vu émerger au cours des 10 dernières années l'appétit de la clientèle privée pour le private equity, pour plusieurs raisons. La volonté de faire de la diversification vers une nouvelle classe d'actifs, d'avoir une moindre volatilité que les marchés boursiers, et puis évidemment d'accéder à la performance du private equity qui, si on regarde sur le long terme, en tout cas sur les 15 dernières années, a toujours surperformé les autres classes d'actifs. Donc on a vu arriver les premiers clients privés chez Apax à travers des fonds nourriciers il y a une dizaine d'années. Donc là, c'était plutôt pour des clients fortunés qui pouvaient accéder à des fonds professionnels avec des tickets minimums de 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et c'était au départ quelques friends and family, une dizaine, qui à 10 ans nous ont dit on aimerait bien mettre un peu d'argent dans les fonds Apax. Et puis ça s'est tellement développé que dans notre dernier fonds nourricier en 2021, on s'est retrouvé avec 450 clients privés pour 150 millions d'euros. Donc c'est devenu très significatif dans nos levées de fonds. Et puis évidemment, quand la loi Pacte a ouvert en grand, je dirais, les portes des viviers d'épargne des Français au fonds de private equity, on a décidé d'adresser l'assurance vie, qui nous paraissait être déjà la principale. Donc ça, c'était 2019 ? C'était 2019-2020. Donc on a fait agréer un fonds auprès de l'AMF qui s'appelle APO et qui ne traite que l'assurance vie française et qui permet, par un mécanisme de co-investissement, de donner accès aux clients privés. Mais là, on n'est plus dans la clientèle fortunée. C'est vraiment très accessible à partir de quelques centaines ou milliers d'euros. Donc à des clients retail, je dirais, à l'intégralité des investissements réalisés par nos fonds professionnels pour nos clients institutionnels. Et donc ça se passe très bien puisqu'on lève en moyenne 200 millions par an sur ce véhicule. Merci. Ça vient d'être un peu évoqué, les performances. Alors, peut-être pour rebondir avec nos gérants à actions cotées, William, quand on parle de performance du private equity supérieure à la cote, est-ce qu'on peut dire que vous avez les performances du private equity en ayant la liquidité ? Alors nous, d'abord, je ne connais pas les performances du private equity, donc je ne comparerai pas nos performances à celles du private equity. Nous, il se trouve qu'on ait fait à peu près 13% par an sur longue période, ce qui est plutôt bien par rapport à la bourse. Peut-être qu'on peut revenir sur 2021 et 2022, parce que parfois, il est évoqué que pour les small cappers, les 3 dernières années étaient difficiles. Je vois que ce n'est pas le cas de tout le monde, en tout cas pas de nos deux intervenants. Alors, en 2021, le Fonds Europe a fait moins de 50%, mais je ne me rappelle pas du chiffre. 42 en 2021 pour l'Europe. Oui, enfin, je pensais que c'est... 42, on va dire, en 2021. Le Fonds France a dû faire 27 à peu près. Et l'année dernière, les deux fonds ont fait la même chose, moins 9. 9,50, mais il n'y a pas la même chose dedans, pour autant. Oui, non, mais sachant qu'il y a une petite compétition entre les deux fonds, et donc le mois de décembre a été dur. On a tous essayé de faire mieux le mois de décembre. Non, donc généralement ça marche correctement. En fait, ce qui est intéressant, c'est nous, on essaye d'investir dans des sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres, supérieure à 10%, et la rentabilité du fonds France, qui a l'historique la plus grande, est effectivement assez proche de la rentabilité des fonds propres des sociétés du portefeuille. Et le fonds Europe marche aussi bien que le fonds France, mais il a un historique beaucoup plus court, puisqu'il a été lancé en 2018. Mais si on ne vous donne pas le nom des sociétés, vous aurez du mal à faire la différence entre les deux fonds. La seule différence, c'est que le fonds Europe est un fonds PEA-PME, alors que le fonds France n'est que PEA. Sébastien, quel regard porter sur les 3 dernières années et comment se sont comportés les fonds, et en particulier le vôtre ? Je vais prendre un peu de recul, puisque c'est quelque chose que je pense qu'on ne voit pas toujours. Et quand je fais la comparaison des performances en relatif, notamment aux tailles d'encours de certains fonds small et mid cap, en fait, depuis 3 ans, il se passe quelque chose, c'est que la gestion active fonctionne. Et il suffit de regarder les performances et les écarts de performance entre les fonds en 2022, en 2021, en 2020. En fait, je pense que notre premier concurrent en tant que gérant actif, finalement, c'est la gestion passive qui aujourd'hui est
hyper importante. Mon principal concurrent, c'est les algorithmes. C'est pour ça aussi que je gère peut-être pas la même façon qu'il y a 10 ans. La compréhension des flux est pour moi un élément clé, tout comme la construction de portefeuille. C'est pas juste d'être un très bon géo-trouve-tout, même si ça, c'est ma passion. Donc on a des performances, je le disais tout à l'heure, sur Quadrige Europe Mid Cap, donc le fonds est très bien classé. Je suis jamais très à l'aise de parler de ça parce que l'AMF là-dessus a raison, les performances elles sont derrière moi. Je pense que ce qui nous a différenciés, et c'est là où c'est des années exceptionnelles, depuis 10 ans, c'est la même thématique qui marche, la croissance. Quand sur les 3 dernières années, tout le monde se met à faire de la croissance, bah forcément ça crée une bulle. Moi j'ai commencé en étant gérant value, en 2003, j'ai commencé ma carrière. Et si vous vous rappelez bien, à un moment donné, tout le monde s'est mis à faire de la value, et c'est là où la value ne s'est pas mis à fonctionner. Donc, je pense que la leçon, c'est de travailler, d'être amoureux de rien, ce que je disais tout à l'heure. Même si on a eu des très bonnes années sur Quadrige Europe Mid Cap, ça n'a pas toujours été compliqué. Je me rappelle, en 2022, on avait fait un très bon début d'année en relatif. Le fonds avait quasiment pas baissé jusqu'à la guerre. La guerre a remis beaucoup de choses en cause, en tout cas dans nos convictions. On s'est adapté. Et que pour moi, c'est pas parce qu'un titre baisse de 20-30% que du coup je vais dire qu'il est pas cher et que c'est finalement comme si j'achetais un sac Hermès à ma femme des côtés. Je pense qu'il faut prendre du recul. Moi je regarde les valorisations sur 10-15 ans. Le monde aujourd'hui qui vient de s'ouvrir avec l'inflation qui n'est pas transitoire comme on nous a dit mais qui est structurelle pour des facteurs démographiques, ESG, on peut en discuter, ouvre un nouveau chapitre. Il faut être réactif. Et quand j'analyse la performance du fonds, si je veux l'expliquer, la performance a été bonne parce qu'on a été bon sur les phases d'inflexion. Et notamment en 2022, moi je passe beaucoup de temps à contacter les sociétés. J'ai fait un voyage en Allemagne au mois de septembre, j'en ai fait 3. Je me suis dit le mal, entre guillemets, il est là-bas, et c'est là où il y a le plus d'incertitude, donc je vais aller là où c'est intéressant. On est revenu avec une conviction, c'est qu'on avait beaucoup d'idées d'investissement, que la récession qu'on nous annonce est celle la plus attendue dans l'histoire. C'est souvent ce que je dis, ma maman qui connaît rien au marché financier, quand elle est au courant de quelque chose, c'est que peut-être c'est déjà intégré. Et on a la conviction que les choses vont peut-être être moins pires que ce qu'on nous prédit. C'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui des fortes convictions, et c'est ce qui explique pourquoi le fonds a bien terminé l'année. C'est un métier où il faut être un gérant, à mon avis, actif, continuellement sur le terrain. Mais après, le plus important, c'est le futur. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le timing. Alors, du côté de nos investisseurs, de nos acteurs du private equity, qu'est-ce qu'on peut dire des valorisations en ce moment ? Et est-ce que on peut évoquer des multiples sur des opérations récentes ? Et où, je pense en particulier à Eurazeo, qui est plus présent sur du capital risque, et quand on parle de licorne, on a eu un certain nombre de dossiers courant 2022 qui ont mis des doutes sur l'univers du private equity. Je pense à des fonds comme SoftBank. Alors, je ne sais pas si Eurazeo est une sorte de SoftBank français, mais il y a des dossiers qui ont fait l'actualité, des Klarna dans les fintech qui ont vu en 6 mois leur valorisation dépréciée de près de 80 ou 90%, je crois. Plus récemment, pas plus tard que ce matin, on parle d'une boîte de fast fashion chinoise qui était valorisée 100 milliards il n'y a pas très longtemps, et on parle d'une levée de fonds de 3 milliards sur une valo de 60. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous commencez à passer des provisions, des dépréciations, et est-ce que c'est pour ça qu'on voit la résilience des performances en 2022 à comparer à certains fonds small micro cap croissance par exemple? Où se situent vos portefeuilles en ce moment, et quel confort pourraient avoir des CGP ou des investisseurs particuliers à rentrer en ce moment dans vos véhicules? Il y a beaucoup de questions là. Je ne veux pas être trop technique. Déjà, on va qualifier l'univers d'investissement dans lequel on parle, parce que je ne parlerai pas de capital risque, tout simplement parce que c'est une classe d'actifs que nous n'offrons quasiment pas à nos investisseurs privés, parce que justement, ça peut être un petit peu trop rock'n'roll. Donc, ce que vous faites allusion, c'est ce qu'on appelle le growth equity. Donc, ce sont des sociétés qui sont dans la deuxième phase de leur vie, elles sont sorties du venture capital. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent valoir beaucoup d'argent. Et donc, typiquement, c'est des sociétés dans lesquelles il y a des tours de table sous forme d'augmentation. C'est encore une stratégie dans laquelle vous avez souvent un syndicat de fonds d'investissement qui sont à plusieurs, souvent majoritaires dans la société, et c'est souvent des tours de table de plusieurs centaines de millions d'euros, parce que ce sont des entreprises qui peuvent avoir des millions de clients quand on parle de marketplace,
dans plein de pays, ou alors des milliers de clients quand on est en B2B. Alors, SoftBank a fait beaucoup de choses, Tiger a fait beaucoup de choses aussi, enfin beaucoup de gros fonds de plusieurs milliards d'euros ont fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'excès. Il y a eu beaucoup d'excès et encore une fois qu'on a vu se refléter notamment au Nasdaq. Et effectivement, la réalité c'est que le Nasdaq il a perdu 50% au premier semestre 2022 et qu'il a continué à en perdre encore peut-être une vingtaine de pourcents sur le deuxième semestre 2022. Donc c'est pas une bonne année pour la tech. Néanmoins, ça c'est sur les marchés cotés. Ce qui est très important, encore une fois, c'est de regarder, et là je parle pour Eurazeo, pour notre stratégie growth, c'est la discipline d'investissement de l'équipe. Il faut avoir une discipline très forte à l'investissement. Et que cette discipline, en fait, dans l'investissement, compte tenu de la croissance des sociétés, hein, quand on parle de growth equity, on parle d'entreprises qui ont un taux de croissance annuel supérieur à 50% par an. Donc, ce qui est très important, c'est de prendre en compte d'abord les moyennes de valorisation à l'entrée et de s'assurer qu'on est dans la fourchette basse des moyennes de valorisation des 5 dernières années. Donc si on est dans cette situation, on se rend compte que les écarts de la bourse qui ont pu être constatés au Nasdaq ne nous impactent pas tant que ça. Et ensuite, regarder nos attentes de sortie, hein, pareil, à 3-4 ans, où là encore, c'est très important que nos attentes de sortie soient dans la fourchette basse de la moyenne des 5 dernières années. Si on applique cette discipline, on reste quand même relativement à l'abri des fluctuations des marchés. Alors après, il ne faut pas non plus se voiler la face. Quand on commence à être dans ce secteur ce qu'on appelle des licornes, enfin, ou des sociétés qui potentiellement peuvent valoir plusieurs centaines de millions d'euros, voire être valorisées à plusieurs milliards, c'est le cas de Doctolib, c'est le cas de ManoMano, de Back Market, on voit bien que on ne peut pas échapper à la petite musique qui dit attendez, comment ça se fait que vos boîtes ne baissent pas si le marché baisse. Donc nous, ce qu'on a fait, et il se trouve que Eurazeo est une boîte cotée, on fait très attention à ça, et que Eurazeo a des positions de plusieurs centaines de millions d'euros dans ces entreprises, au niveau de son bilan. Par exemple, un Deezer qui était dans vos portefeuilles et que vous avez introduit en bourse, dont on a constaté la baisse du cours depuis l'introduction. Oui. Vous, au moment où ça s'introduit en bourse, c'était déjà déprécié pour des raisons de liquidité ultérieure ou pas ? Non, quand on s'introduit en bourse, la valorisation, il y a une valorisation de marché. Donc la valorisation, c'est la valorisation de l'IPO. Mais ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que nous, fonds de private equity, s'il y a une introduction en bourse qui a lieu, l'introduction en bourse n'est pas un événement de liquidité. Bien au contraire, puisqu'en général, on nous demande de remettre de l'argent au moment de l'introduction en bourse pour justement montrer qu'on a confiance dans le marché. Et ensuite, après, on a des périodes de lock-up qui varient en général environ 18 mois. C'est très strict. Donc, et à ce moment-là, on doit démissionner en général. Soit on démissionne de notre poste d'administrateur, auquel cas on subit l'évolution du cours comme n'importe quel autre investisseur. Et pire, parce que comme on est supposé être investisseur averti, parce que là, on change complètement d'univers. Hein. Dans notre métier du private equity, c'est une vertu d'être averti. Dans les marchés de côté, c'est l'inverse. Donc, à partir du moment où on est coté, on est comme tout le monde. Et on subit. De ce que j'entends, on a un peu l'impression que ce côté, c'est par défaut, c'est quand on ne trouve pas de solution industrielle ou de nouveaux fonds pour... Absolument pas. C'est variable à chaque fois, ça dépend des conditions de marché, ça dépend des conditions de sortie. Est-ce que nos cycles d'investissement sont d'environ 5 à 6 ans à peu près, hein. Il se peut qu'en fonction de l'état de la société, à chaque cas particulier, on a 3 voies habituelle de sortie, et je pense que c'est pareil pour nous tous. Bien sûr, il y a l'IPO, il y a la cession industrielle à un acteur stratégique, et puis il y a des fonds de private equity beaucoup plus gros. Typiquement, est-ce qu'un Doctolib, dans 4-5 ans, ce sera une IPO à plus de 10 milliards d'euros sur les marchés européens, ou est-ce que ce sera acquis par un énorme fonds de private equity qui va dire je vais en faire un leader mondial, je vais calmer sa croissance, ça va devenir une cash machine, et à ce moment-là peut-être que ça peut basculer sur des stratégies de buy-out, de très large buy-out. Ça, c'est impossible de le dire aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'on a de très beaux actifs
Et puis en fonction des conditions de marché, dans quelques années, on verra quelle est la meilleure sortie possible. Guillaume, on est sur des dossiers, je trouve, moi, en regardant le portefeuille, on retrouve un caractère familial dans les histoires associées à Apax. Je ne sais pas si... C'est un peu dans notre ADN d'accompagner des dirigeants et qui sont souvent dans des PME ou des ETI encore les fondateurs de l'entreprise. Donc il y a un caractère entrepreneur et familial, oui. Du coup, on est moins dans ces aspects de valorisation avec des multiples de chiffre d'affaires évoqués par Luc. Mais est-ce qu'on peut évoquer quand même des niveaux de valorisation, des ratios d'acquisition payés sur des opérations récentes d'Apax? Et comment ces valorisations ont évolué sur les dernières années? Est-ce qu'on a constaté dans les ratios que vous payez dernièrement une augmentation, une diminution? Alors déjà, quand on parle de valorisation, il y a deux choses. Il y a la valorisation du portefeuille existant et la valorisation des nouvelles opérations dans les conditions de marché actuelles. Et dans la valorisation, il faut quand même se rappeler qu'il y a la valeur du secteur, mais il y a aussi la qualité et la performance intrinsèque de la société qui vient jouer une grande partie de la valeur finale. Si on regarde la valeur du portefeuille existant dans nos fonds, il y a eu des baisses de multiples, il ne faut pas se cacher, en particulier dans la technologie, en 2022. Chez nous, elle a été compensée par la performance opérationnelle et la croissance des sociétés. Donc on est plutôt sur une année où on va être en création de valeur positive sur nos fonds grâce à cette performance opérationnelle qui a compensé la baisse des multiples dans certains secteurs. Après, si on regarde les nouveaux investissements, et j'ajoute, comme Luc, il y a la discipline, évidemment, on ajoute des décotes prudentielles dans nos valorisations, parce qu'on préfère avoir des bonnes surprises que des mauvaises vis-à-vis de nos investisseurs. Donc on met une décote d'à peu près 20% sur les comparables boursiers pour toutes nos sociétés. Après, sur les nouveaux investissements, on n'a pas vraiment, dans le marché du LBO, assisté à une baisse massive des valorisations depuis 2022, malgré la baisse de la bourse, tout simplement parce que le marché est devenu très sélectif. Aujourd'hui, vous ne voyez que de superbes entreprises qui sont mises en vente sur le marché pour le LBO, parce que c'est à peu près la seule manière pour les vendeurs de s'assurer que l'entreprise sera vendue et qu'il y aura un appétit du côté des acheteurs. Donc comme on ne voit que des beaux actifs en ce moment sur le marché, forcément les prix restent élevés parce que c'est des actifs qui méritent une prime par rapport à leurs concurrents. Et donc on a vu, je dirais plutôt un tassement des valorisations. On a arrêté de voir les prix augmenter, mais pas forcément une baisse des valos. Ça viendra probablement si le contexte économique reste chahuté dans les mois qui viennent. Mais faut toujours un peu de temps dans le non-coté pour que les prix s'ajustent entre les vendeurs et les attentes des vendeurs et les attentes des acheteurs. Je crois que pour Eurazeo comme pour Apax, vos deux véhicules dédiés à l'assurance vie et référencés depuis quelques années sont tous les deux positifs en 2022. Guillaume? Ça devrait, mais on attend de finaliser les chiffres. Là, c'est en cours. Oui, je confirme, on a fait 6,8% de performance nette client en 2022. Oui, et je crois qu'APO aussi, Guillaume, est positif en 2022. Voilà, mais en toute prudence, parce qu'on est en train de finaliser les chiffres, normalement, oui, ce sera positif. Alors, sur un modèle un peu différent, mais par rapport à Luc, nous, on a uniquement de l'equity, pas de la dette, mais ce sera positif, D'accord. normalement. Jean-Benoît, dans le prolongement de ce qui a été évoqué par Luc et Guillaume, et toujours pour en revenir aux valorisations du private equity, tout à l'heure William disait, moi je ne connais pas les performances, c'est vrai que ce n'est pas toujours très transparent sur la partie institutionnelle des fonds historiques, mais on comprend et on le découvre aujourd'hui, nous. Mais vous, par exemple, il y a des sujets d'actualité, de cotation via un SPAC aux États-Unis, il y a une IPO qui est prévue, il y a 2 dossiers en portefeuille pour lesquels c'est un sujet. Et là, du coup, on est dans le non-côté pour aller à la bourse et ça se passe ou ça se passe pas? On en parlait tout à l'heure, mais spécifiquement, l'année 2022 n'aura pas été une bonne année pour le marché des introductions en bourse. Je crois qu'on a eu une baisse de 50% par rapport à ce qui a été fait en 2021. Et oui, on avait on n'appelle pas, du coup, c'est pas un exit, mais une cotation qui était prévue pour une de nos sociétés dans le domaine des polymères plastiques et du recyclage de ces polymères plastiques. Malheureusement, ça a été décalé. Maintenant, on ne connaît pas encore le timing. On verra comment ça peut se passer. Mais oui, on sait que la valorisation qui était anticipée en 2021, forcément, aura baissé. En 2022, aura baissé dû au manque d'appétence des investisseurs institutionnels là-dessus.
En revanche, on devrait finaliser cette opération, normalement on l'a sécurisée, de cette future cotation au Nasdaq pour notre premier sujet d'investissement via la fusion avec une SPAC, donc sur le modèle un peu de ce qu'a fait Deezer. Ce qu'on va essayer de faire, bien entendu, c'est de protéger le cours en protégeant le flottant pour pas qu'il y ait une grosse décote dès l'arrivée. Après, on espère, vu que le Nasdaq a déjà bien décroché, que ça ne sera pas encore, que la valorisation du titre ne sera pas attaquée. D'accord. Donc pour l'instant, sur le portefeuille Xeris, en 2022, pas de provision, pas de dépréciation. Non, on a toujours été assez prudentiel en expliquant un petit peu aux dirigeants en fait que malgré la croissance organique de la société, du chiffre d'affaires, de tout ce qui se passait, parfois il valait mieux faire des tours de table sur des valorisations similaires ou inférieures pour continuer à financer la croissance de ces sociétés. Sébastien, William, parce que l'idée c'est de se confronter un petit peu de manière cordiale, mais comment vous voyez l'arrivée des acteurs du private equity? C'est une chance, c'est ce qui était évoqué ce matin par Mandarine sur les microcaps, de dire que 50% des OPA dont ils ont été bénéficiaires en 2021 et 2022 étaient le fait de private equity. Vous voyez comment arriver ces fonds et quel regard vous portez sur leur activité d'un point de vue plus global? Alors, d'un point de vue global, actuellement, le private equity paie plus cher que le coté, au moins sur les petites valeurs, et au moins un écart de 30%. L'écart ne peut pas durer indéfiniment. Donc, si ça continue à un horizon indéterminé, il n'y aura plus de sociétés cotées en France, ou alors les valorisations du private equity vont baisser. Par ailleurs, il y a un autre phénomène qu'on observe depuis un certain temps, c'est si jamais un titre arrive en bourse aujourd'hui, généralement, c'est que le private equity n'en a pas voulu. Et comme il travaille correctement, on ne doit pas s'étonner que la plupart des valeurs qui s'introduisent en bourse ont des résultats assez décevants pour les investisseurs. Donc, alors le côté positif, c'est s'il n'y a plus qu'une seule société cotée dans 10 ans, elle devrait valoir très cher. Merci Sébastien. Parce que de ce que disait William, je comprends, les IPO, c'est pas votre truc. Sébastien, on fait des IPO de temps en temps chez InnoCap? On s'en méfie énormément en fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait William. Et là aussi, comme je rencontre beaucoup de sociétés, je vais être très concret sur des chiffres avec des exemples. Il y a 2 jours, je suis à Francfort, je rencontre Deutsche Börse, qui est un acteur, donc la bourse allemande, qui fait des acquisitions dans le data pour se diversifier. Elle me dit aujourd'hui, j'ai beaucoup de cash, je ne le déploie pas encore. Dans le monde privé, la décote n'est que de 10%. Dans le monde public, la décote est de 40%. Quand je rencontre Barco, qui est un petit peu dans la santé sur certains aspects, qui veut faire des acquisitions, c'est pareil, ils ont 300 millions de cash au bilan, le temps joue en leur faveur. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a un raisonnement sur la valorisation qui est un peu plus exigeant. Je pense qu'on ne regarde pas forcément les choses que sur 5 ans. C'est vrai, sur 3 ans, il y a beaucoup de choses qui étaient chères hier, qui étaient très chères hier, qui sont moins chères aujourd'hui. Mais ces valeurs-là, pour moi, elles sont chères. Pourquoi? Parce qu'elles ont juste, leur baisse de valorisation reflète juste la hausse de l'inflation et de la révision à la hausse du coût du capital. Est-ce que le coût du capital va être demain le même que les 3-5 dernières années? Je ne pense pas. L'inflation est structurelle. Donc on va se retrouver quelque part entre les deux. Donc moi, je suis très à l'aise dans mon processus de gestion, d'acheter des sociétés de qualité, avec des retours sur capitaux employés, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup d'actifs qui sont privés, même s'il y a de la croissance. Et la croissance, c'est qu'un facteur. La création de valeur est le facteur le plus important. Quand j'ai un retour sur capitaux employés sensiblement supérieur au coût du capital, là, potentiellement, j'ai une idée intéressante. Mais tout dépend du prix. Aujourd'hui, et j'ai pas d'idée sur le private equity, c'est pas mon domaine, et peut-être que l'aberration, elle est finalement sur le monde public, et tout va bien dans le private equity. Mais c'est là où je suis d'accord avec William. Les sociétés cotées en bourse ne sont pas assez chères. Le nombre de sociétés aujourd'hui que je vois avec des rendements de flux de trésorerie supérieurs à 10-12%, je me demande même pourquoi les private equity ne les sortent pas de la cote. Et je pense que c'est le début. Les familles vont faire le job et que il suffit juste d'être patient. Donc, moi, c'est le discours que j'ai des sociétés, c'est avec beaucoup d'humilité. Les acteurs qui aujourd'hui se payent pas très cher, qui ont de la croissance, parce que quand je vous parle de Barco, c'est une croissance de 15-20% des profits tous les ans, donc c'est pas de value trap.
elle est très contente d'attendre pour pouvoir faire son shopping d'ici quelques mois. L'année dernière, il y a eu une aberration. Enfin, en 2021, il y avait quand même eu des aberrations de marché. Et c'est un exemple que je prends. Sur le segment des petites et moyennes valeurs, je pense que vous avez tous découvert la zone nordique depuis 3 ans, dont personne ne parlait beaucoup. Il y a eu plein de fonds qui se sont créés. À titre d'exemple, moi qui ai 20 ans d'expérience, il y a 15 ans, la zone nordique devait représenter 5 à 10% des indices. En 21, les indices nordiques faisaient 3 fois la taille du poids de la France et de l'Allemagne. Il y a eu un nombre d'introductions en bourse dans la tech, dans la santé. C'est normal, c'est ce que tout le monde veut. Là aussi, quand tout le monde veut la même chose, c'est jamais très bon. La plupart de ces IPO, aujourd'hui, je pense qu'on est sur des baisses moyennes entre 60 et 85%. Mais pourquoi ? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de ces sociétés qui n'ont rien à faire en bourse. Parce que quand on fait 20 millions de chiffre d'affaires et qu'on ne gagne pas d'argent, franchement, c'est pas nous, en fait, les bons actionnaires, en quelque sorte. Donc, je dis pas qu'il faut tout généraliser, parce qu'heureusement, il y a des best-in-class dans le private equity, mais il y a eu aussi beaucoup de bêtises. Là où je suis très à l'aise, c'est que les valorisations sur les petites et moyennes valeurs aujourd'hui, je le disais, j'ai beaucoup plus d'idées qu'il y a 3 ans. Luc, Guillaume, quel regard vous portez sur la cote, du coup, ce que disaient Sébastien et William? On fait son marché sur la cote aujourd'hui quand on est Apax ou Eurazeo? C'est la question piège. Je dirais, comment dire, nous, Apax s'est un peu frotté à la bourse historiquement et on ne le fait plus depuis une dizaine d'années parce que c'est quand même compliqué de réconcilier le private equity avec le monde du public equity. On n'a pas la même façon de travailler, les mêmes contraintes et c'est un peu un mariage contre nature. Nous, aujourd'hui, on regarde la bourse avec prudence. Déjà, en termes de sortie, c'est compliqué de céder une société en bourse, en particulier en France. On vous demande des lock-up de 2 ans. Quand nous, on est toujours majoritaire ou essentiellement majoritaire dans nos deals, donc on ne peut pas vendre 80% d'une société en bourse en 2 jours. Ça prend des années, donc ce n'est pas vraiment une sortie, on l'a très peu fait. Et faire des retraits de cote pour acheter des sociétés qui seraient en bourse et mal valorisées, c'est aussi très compliqué. Les retraits de cote, même si l'AMF a diminué le seuil du retrait obligatoire à 90%, on est toujours à la merci d'un fonds qui peut vous coincer en bourse et vous faire du chantage pour obtenir un prix plus élevé que l'OPA initial. Ça peut durer des années. Entre-temps, vous êtes investisseur dans une boîte qui reste cotée, il n'y a plus de flottant, le cours de bourse donc s'effondre et vous, comme vous devez valoriser en mark-to-market, vous avez une performance dans vos rapports qui est très mauvaise sur cette ligne, alors même que la société peut très bien performer. Donc voilà, c'est pour nous en tout cas quelque chose. On retrouve le côté traditionnel d'Apax, ou conservateur dans son approche du private equity. Eurazeo. Mais nous, une fois de plus, on est dans le LBO, qui est un segment particulier du private equity, donc c'est une réponse qui ne représente qu'Apax. Pour Eurazeo, on n'est pas un acheteur de boîtes cotées pour les sortir de la cote. C'est vraiment pas notre stratégie. Pourquoi ? Parce ça n'a jamais été fait. Peut-être que ça l'a fait. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Je maîtrise pas l'ensemble de l'historique, mais je ne pense pas. Et clairement, en tout cas, c'est pas notre DNA. Notre DNA, c'est vraiment d'être des investisseurs en private equity, de construire des sociétés, d'apporter de la valeur ajoutée. Et puis, il y a un moment, il faut sortir. Alors, il y a quand même un avantage colossal des marchés cotés par rapport à notre métier, c'est la liquidité. Il faut jamais, on le dit jamais assez. Donc, oui, la liquidité. Vous savez, on a. C'est effectivement ce que vous dites, William, est très intéressant. Quand une société commence à faire des opérations de buy-out et que les fonds de private equity les prennent et les rachètent, vous avez raison, elles peuvent rester en main privée pendant très longtemps. Et puis il y a un moment où certains actionnaires décident de se dire, en fait, ce serait pas mal d'avoir de la liquidité. Et c'est souvent, quelquefois, l'effet déclencheur de se dire, si les marchés sont ouverts, allons tenter une IPO. Mais là, je parle d'entreprises d'une taille assez importante, parce qu'elles savent à ce moment-là que s'ils veulent aller sur les marchés, c'est parce qu'ils ont une grosse taille, donc on n'est plus du tout dans les micro-caps, on est sur des sociétés qui peuvent valoir plusieurs centaines de millions d'euros. Et là, effectivement, ça peut faire du sens. Mais ce qui peut faire du sens pour un certain groupe d'actionnaires n'en fait pas pour d'autres. Donc je pense qu'il faut vraiment considérer que c'est très divers. Cet avantage de la liquidité sur les marchés cotés, c'est incomparable.
On arrive tous. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on essaie de faire des fonds evergreen semi-liquides dans notre métier. Mais voilà, c'est vraiment des approches qui sont quand même assez différentes. Quand on cherche la cote chez Eurazeo, ce serait plus, à l'instar du dossier Criteo, ce serait plus les US pour des questions de simplicité. C'est les introductions en bourse de notre historique, c'est plutôt dans le monde effectivement du venture ou du growth que dans le monde du buyout, clairement. Parce que dans le venture, comme Criteo, on a des boîtes qui ont fait rêver. Et Criteo, je vous rappelle, on est investi en 2006, on avait une valeur d'entreprise à 5 millions d'euros. On a mis 3 millions d'euros avec des tout petits fonds de venture capital. On a progressivement investi. Puis en septembre 2013, l'introduction au Nasdaq à $1 milliard. Et au plus haut, c'est passé à 3 millions. Criteo était la pépite d'Idinvest qui était dans quasiment toutes les générations de fonds pendant 7-8 ans. Une de nos success stories, oui, absolument. Et parfois, il en suffit d'une qui fait x100 pour que tous les véhicules FIP et FCPI soient. On a fait x25, on n'a pas fait x100. Jean-Benoît, oui. Toujours sur les mêmes aspects, et puis parce que le temps avance, expliquer ou mettre en avant plutôt un fonds de la gamme qui est particulièrement mis en avant en ce moment. Notamment en ce moment FPCI, Xeris Crossover, qui permet du coup d'aller sur cette opération de crossover qu'on est en train de faire donc on est vraiment sur du club deal, sur une société, sur un fonds professionnel qui est accessible à partir de 100 000 euros et qui permet de participer en fait au bridge de financement entre maintenant ce qui se passe dans cette société qui s'appelle Biolog ID, qui est le leader mondial aujourd'hui de tout ce qui est traçabilité en produits thérapeutiques sensibles. Leur modèle est assez simple, ils collectent de la data et ils permettent aux hôpitaux de bien gérer leur stock. Donc l'idée c'est de faire le portage de l'opération en vue d'une session. Non, comme il expliquait, il n'y a pas de session au moment d'une IPO. On a des lock-up assez contraignants. De 18 mois. Même via les SPAC ? Comment ? Même pour les SPAC ? Non, la SPAC, sur la partie de la SPAC, eux auront la possibilité, ça représentera le flottant de l'opération, eux auront la possibilité de rentrer ou de sortir. Mais vu qu'on est ultra majoritaire au capital, on doit avoir 90%, nous, notre but, ce qu'on va vraiment chercher, c'est avoir un prix de marché pour pouvoir gérer du secondaire par la suite pour nos investisseurs qui sont là depuis un certain moment dans cette opération, mais surtout faire une augmentation de capital pour continuer l'histoire sur les 5-6 prochaines années. Je comprends. Si on rentre sur et une valeur à 300 ce FPCI, éligible au compte titre, il n'y a pas de discussion avec les assureurs actuellement. Non, nominatif pur, administré, via ou en nomini, mais pas de discussion avec les assureurs sur ce type d'opération. Merci. Guillaume, le fonds APO alors, référencé depuis... Il a été lancé en novembre 2020. Aujourd'hui, il est référencé chez 7 assureurs, que je remercie d'ailleurs, puisque c'est grâce à nos partenaires assureurs et distributeurs qu'on lève de l'argent régulièrement et que ce fonds a eu du succès. Je ne sais pas si je peux donner leur nom ou si on n'a pas le droit de faire de publicité, mais... C'est les plus grands. Voilà, c'est BNP, AXA, G2R, Spirica, Swiss Life, Sogecap et Suravenir, que je remercie chaleureusement aujourd'hui. Oui, chez Eurazeo, un véhicule éligible à l'assurance vie aujourd'hui, peut-être évoquer les autres véhicules, le 150 0 BTR, mais... Comme on a peu de temps, peut-être pas trop m'étendre dessus, mais on a un véhicule qui marche très bien, qui est un véhicule evergreen qui s'appelle Private Value Europe numéro 3, dans l'univers du capital transmission, mais avec une stratégie hybride qui consiste à faire de la dette privée sur des environnements de small mid-cap, non cotés bien sûr, et investissement minoritaire en equity mais sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'on rachète des positions auprès d'investisseurs institutionnels. C'est très diversifié, c'est un fonds qui fait plus d'1 milliard aujourd'hui, disponible chez tous les assureurs, sauf Generali, voilà, mais partout ailleurs. Et clairement qui a l'objectif d'offrir une performance très stable et très prédictive. On a fait 6,8, on devrait faire à peu près 8% l'année prochaine. Pour un 60-40 private equity. 40, voilà. Contrairement aux 60-40 obligations actions qui ont été... Voilà, et diversifié sur 180 sociétés, donc très stable. Et le 150 OBTR auquel vous faisiez référence, donc lui ne va pas en assurance vie. Et là, on est sur un univers d'investissement qui n'a rien à voir puisqu'on est exclusivement sur le growth equity, c'est-à-dire
nos sociétés de la tech digitale européenne qui sont dans la deuxième étape de leur vie. Donc pour bien comprendre, et que les CGP dans la salle, si on veut les licornes, c'est pas au travers de l'assurance vie chez Eurazeo. Non, non. Merci. William et Sébastien, pour finir, est-ce que chez Indépendance AM, il y a 2 fonds, alors c'est toujours vous êtes plus sur le fonds France, William, votre fils plus sur le fonds Europe, et Oui. fait les deux ou pas Sur les deux, on collabore. Hein. Chacun essaye d'avoir les performances les meilleures, mais on collabore bien. C'est eux qui me donnent les idées généralement. Et donc on fait de l'assurance vie, bien sûr, plus sur le fonds France, parce que le fonds Europe est à une taille plus raisonnable, il est à 70 millions d'euros. Certains pensent qu'il devrait me battre parce qu'il est plus facile à gérer. Compte tenu de la taille des actifs. Oui, non, mais l'avantage d'un fonds petit, c'est que vous n'avez pas de market impact. On est chez Cardiff, on est chez Generali et d'autres assureurs. William, Sébastien. il y a une gamme élargie maintenant chez InnoCap. Vous vous occupez plus particulièrement du fonds Action Europe. Il y a des fonds plus France aussi chez InnoCap. Qu'est-ce qu'on met plus en avant ? Sur la gamme, alors plus en avant, je ne sais pas, il faut demander à Julien Kéry qui est dans la salle. Non, si je parle de Quadrige Europe Midcap, c'est un fonds donc stock picking, petite et moyenne valeur européenne jusqu'à 10 milliards. Gestion de conviction, je le disais tout à l'heure, le poids moyen de mon top 10 en portefeuille, c'est à peu près 45-50% du portefeuille. C'est un fonds qui est liquide. On parlait tout à l'heure de la liquidité. C'est une règle que je me suis fixée à 5 jours en faisant tiers volume sur le marché. Je dois liquider à minima 75% du portefeuille, sachant qu'il y a un trade sur 2 qui est fait soit en dark, soit en bloc. Donc dans la pratique, on est plutôt 100% liquide. Et c'est un fonds labellisé ISR. On a reçu un prix il y a un peu plus d'1 an sur notre approche ISR, où au cœur de l'investissement, on favorise le progrès industriel tout en préservant au maximum la planète. Alors aujourd'hui, on est article 8, on n'a pas vocation à être article 9, je pense qu'il faut savoir ne pas mélanger les choses. Mais ce qui est au cœur de nos investissements, c'est la capacité à amener de l'intelligence au service de son client. Et c'est ça qui est créateur à la fois et de croissance et surtout de retour sur capital employé et de free cash flow, ce qui est pour moi le plus important. Messieurs, je vous remercie. Je crois qu'on ne fera pas de conclusion parce qu'on est en retard. Et merci beaucoup pour votre participation. Et puis on reste présent pour le déjeuner. Vous êtes évidemment invités. Puis j'espère vous croiser certains d'entre vous ce soir aussi.